dysfonctionnements, surtout pour répondre aux enjeux du monde d'aujourd'hui, un monde, comme nous souhaiterions, durable. Durable étant une façon pudique de parler, en fait, peut-être tout simplement de la survie de l'espèce humaine, ou en tout cas de la possibilité de l'espèce humaine à vivre dans son écosystème, dans la biosphère. Et donc c'est pourquoi nous, Festival Atmosphère, nous avons voulu vous présenter cette année les précurseurs. Parce que certes, l'ancien modèle, ou celui qui fonctionne à l'heure actuelle, a des trous partout, il y a des fuites et ça ne fonctionne plus très bien, ça c'est clair. Mais il y a des gens, des précurseurs, qui depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, ont déjà créé, inventé, mis des choses en place et ça marche, ça fonctionne. Alors, nos trois invités sont là pour vous présenter ces nouvelles voies qui ne datent pas d'hier. Hein. Vous n'êtes pas né de la dernière pluie, si je peux dire, Jean-Marc. Donc, je vais vous présenter dans l'ordre dans lequel ils vont intervenir. Tu vas derrière si tu veux. François De Witt. François De Witt, journaliste en finance et journaliste économique, finance, épargne et des tas d'autres choses. Il a une curriculum vitae très très imposante dans ce domaine-là. Et François De Witt a choisi depuis, à titre personnel, depuis déjà une bonne dizaine d'années, de s'intéresser, de se pencher sur l'épargne solidaire, personnellement. Donc il a une bonne connaissance de ce terrain, si on peut dire. Et depuis, il est maintenant président de Finansol, qu'il va nous présenter, qui est un organisme qui rassemble un peu tout ce qui se fait en finance solidaire. Deuxième intervenante aujourd'hui, Esra Tall. Esra est responsable du développement chez Terracité. Alors, comme vous voyez, Esra vient d'une autre génération, et c'est ça qui est vraiment, vraiment important, parce qu'on voit, vous avez les vrais précurseurs qui ont inventé, créé, défriché il y a 20 ans, 30 ans, et puis maintenant, on voit une nouvelle génération qui est extrêmement dynamique, et elle va nous expliquer ce que c'est que Terracité. Il y a toujours des questions d'épargne et de financement différents, d'autres façons de financer les choses, c'est-à-dire sortir de ces systèmes que vous connaissez bien, mais qui ont du mal à fonctionner aujourd'hui. Et puis, notre dernier intervenant, Jean-Marc Borello. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de Jean-Marc. Hein. Les titres, je vais vous donner ces titres, mais ce n'est pas vraiment ce qui est le plus important. Président du directoire et délégué général du groupe SOS. Il est fondateur du groupe SOS il y a 26 ans, c'est ça, Jean-Marc ? 29. Ah, 29, oui, excusez mon imprécision. 26, mais... Et le groupe SOS, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Non, jamais. Vous allez en entendre parler parce que ça vaut le coup de savoir que ça existe. Aujourd'hui, donc c'est un groupe, mais ça représente aujourd'hui 45 entreprises et à la louche, 11 000 salariés. Création d'entreprises, création de projets, soutien, etc. 29 ans. 29 ans. Au départ, c'était juste, et il va nous parler de l'entrepreneuriat social. Voilà. François De Witt. Jean-Marc est le premier entrepreneur social en France, je tiens à le saluer. C'est un peu celui qui est le grand précurseur de tout ça, je trouve ça très intéressant. Moi, je ne suis pas un précurseur, je suis un président d'association qui existe depuis 15 ans et qui donc suscite des vocations, en tout cas, et soutient financièrement, ou en tout cas, essaye de trouver des capitaux dans la poche des Français pour soutenir des entreprises d'un type un peu nouveau. Et juste pour prolonger ce qu'a dit Caroline sur la transition, moi je pense que c'est encore plus qu'une transition, on vit une mutation. Et vous allez, vous, vivre dans un monde qui est sans doute assez différent de celui dans lequel vos parents ou grands-parents ont pu croître et prospérer. Je ne sais pas très bien quelle sera la croissance demain, mais je pense, et je ne sais pas très bien quelle sera la prospérité, mais je pense que la relation à l'argent va changer, que la relation à l'intérieur des structures va changer. L'entreprise est toujours une structure pyramidale, ce n'est pas nécessairement le cas d'ailleurs au groupe SOS, j'imagine. Eh bien, je pense que ce genre de structure est un peu condamné, et je pense même que les grandes entreprises, les géants d'aujourd'hui, eh bien, ce sont des géants au pied d'argile. D'ailleurs, ce qui est passionnant, c'est qu'il n'y a pas tellement de gens de votre génération qui veulent rejoindre ces géants.
vous avez peut-être envie d'autre chose, vous avez envie de bouffer d'air frais, vous avez envie de changer le monde, et moi je vous garantis que le monde va changer. J'ai 68 ans, ça fait, disons, une petite dizaine d'années, je suis plutôt d'une formation libérale, économie de marché classique, pas du tout économie sociale, pas du tout économie socialiste ou socialisante, mais je crois aujourd'hui profondément que cette mutation est en route. Et alors, ça fait marrer Jean-Marc parce qu'il dit « ça y est, tu nous comprends ». Je ne suis pas sûr que nous, on a des origines, lui et moi, très différentes, mais je suis sûr qu'on se rejoint. Je suis sûr qu'on est d'accord, que ça va changer. Et pour tout vous dire, je n'ai jamais été aussi excité au sens propre du terme de toute ma vie, parce que je pense qu'il y a vraiment moyen de changer. C'était pas vrai il y a 10 ans, c'était pas vrai il y a 20 ans, c'était pas vrai il y a 30 ans lorsque Finansol a démarré. Juste un mot, est-ce que quelqu'un ici dans la salle a entendu parler d'épargne solidaire? Levez le bras. Pas beaucoup, 2 ou 3, mais vous levez les bras très timidement, ça prouve que vous n'êtes pas tout à fait sûr. Apparemment, 45% des Français savent ce que c'est, ce dont je doute profondément. Et apparemment, 30% des Français, c'est un sondage qui a été diffusé pas plus tard qu'hier soir par le comptoir d'innovation, qui fait partie du groupe SES, qui est une structure tout à fait extraordinaire, à une conférence où il y avait combien? 800 personnes, non? 1000 personnes à l'hôtel de ville. Et c'est tout de même très bien. Et même ici, on est ravis parce qu'on n'est pas très nombreux, mais à mon avis, j'ai vu des salles où il y avait 10 personnes et je suis content d'en voir peut-être une quarantaine aujourd'hui. En tout cas, merci de votre curiosité. J'espère qu'elle ne sera pas déçue. Je reviens juste 2 secondes. Le premier outil de finance solidaire, c'est quoi la finance solidaire? Eh bien, c'est simplement des outils qui permettent à tout un chacun de financer des structures, c'est des associations, c'est des SARL, c'est des SAS, tout ce qu'on veut, ça vous connaissez ce genre de statut, des structures dont l'objectif est fondamentalement de s'emparer d'un problème social, un problème à résoudre, que ce soit social ou environnemental d'ailleurs, parce que la nef dont vous allez certainement parler après moi, eh bien, est une structure qui est très préoccupée. C'est une coopérative financière qui finance des initiatives environnementales fortes. Ce que je trouve tout à fait intéressant parce que l'environnement et le social se rejoignent. De la manière très simple, c'est que quand vous faites quelque chose qui est environnementalement sain, eh bien, vous créez une solidarité entre la génération qui a produit cet outil et celle qui va succéder, puisque nous avons la base de tout ça, c'est le respect de la terre. Et après tout, ce respect, on l'avait un peu perdu de vue depuis quelques centaines d'années, peut-être même un peu plus, et on le retrouve maintenant de manière tout à fait vigoureuse. Et c'est donc une solidarité intergénération. Donc l'environnement est vraiment ça, alors qu'il y a aussi des problèmes du type les gens mal logés, très mal logés, c'est résolu par des structures solidaires. Vous avez aussi des phénomènes que, par exemple, le chômage de très longue durée. Eh bien, les chômeurs de longue durée, comment les remettre dans le circuit? Tout ça fait partie de ce qu'on appelle l'insertion par le travail, l'insertion par le logement. Toutes ces activités-là sont de nature solidaire et les gens qui les promeuvent eh bien, sont adhérents de Finansol. De même que, par exemple, l'ADI, qui est une structure ADIE, Association pour le droit à l'initiative économique, l'ADI eh bien, finance par du microcrédit des chômeurs créateurs de leur propre emploi. La liste des activités solidaires et des activités, je dirais, à impact social, Jean-Marc vous en parlera, elle est très longue et ça ne fait que débuter. Je vous prends quelques exemples. Vous avez une structure très sympathique qui s'appelle Montmartre. Montmartre eh bien, est une structure dont l'objectif est de occuper les enfants après l'école, dont les parents donc rentrent un peu tardivement, et donc fait venir les artistes. Ça a commencé à Paris, mais ça s'est répandu dans plusieurs villes de France aujourd'hui, occupe les enfants avec un système, évidemment c'est payant, parce que c'est une entreprise et qu'elle doit assurer une certaine rentabilité. Eh bien, Montmartre occupe des enfants avec des systèmes d'abonnement qui sont différenciés selon les revenus des parents. Donc vous avez une échelle d'ailleurs qui va de 1 à 100, peut-être un peu compliqué. Les gens qui ont les moyens payent normalement et les gens qui n'ont pas payent peu. Et tout ça est mutualisé par la structure.
Voilà une structure tout à fait originale. Vous avez une structure qui s'appelle Ciel Bleu, qui s'occupe de faire de la gym aux gens de ma génération. Et manifestement, ça prolonge les gens, sans que ça coûte moins cher la sécurité sociale. Eh bien, Ciel Bleu, avec un S et pas un C, eh bien, aujourd'hui, a dans des centaines de centres en France de gym pour les personnes du 3e, peut-être un peu moins du 4e âge. Donc toutes ces activités-là eh bien, font partie de l'univers solidaire. Je prends une autre activité juste parce que je crois que les exemples sont toujours parlants, qui s'appelle Terre de Liens. Terre de Liens est une structure très originale qui a été montée pour acheter des terres, pour y installer des agriculteurs biologiques, avec des loyers qui sont en dessous des tarifs du marché. Donc c'est une société foncière. Ça va m'amener à mon propos sur qu'est-ce que c'est que l'épargne et la finance solidaire. Mais c'est ce que nous avons fait, ce que les adhérents de Finansol ont fait depuis 30 ans, et singulièrement depuis quelques années, parce que juste un chiffre, le montant total de l'argent solidaire qui était collecté il y a 10 ans, en 2002, était de 300 millions d'euros. Il sera cette année, fin 2012, il sera supérieur à 4 milliards d'euros. Donc on voit, on est passé de 300 millions à 4 milliards, un peu plus de 4 milliards d'ailleurs, en l'espace d'un peu plus de 10 ans. Ça montre que ce phénomène, qui était, je dirais, confidentiel il y a encore 10 ans, est devenu petit. Encore pour le moment, ce n'est pas encore un raz-de-marée, mais disons que ça se développe de manière tout à fait, je dirais, spectaculaire, et ça prouve qu'il y a une adhésion progressive des Français. Peut-être votre génération, vous adhérez sentimentalement à ce qu'on fait, mais vous n'avez pas beaucoup d'argent à placer, donc c'est pas à vous qu'on cherche, c'est pas dans vos poches qu'on cherche à créer des épargnants solidaires, c'est plutôt dans les gens de ma génération qui sont beaucoup mieux dotés que vous. Donc on voit bien que cette épargne solidaire s'est beaucoup développée, l'investissement qu'elle permet aussi. Et je vais juste rapidement vous raconter les 3 manières qu'on a de faire du solidaire, si tant est que ça vous intéresse. Parce qu'après tout, même à votre niveau, vous pouvez être un participant actif à l'investissement et à la finance solidaire. Il y a environ 1 million de Français qui le font, il y a 45 millions de Français qui épargnent, donc vous voyez, il y a encore du chemin pour qu'on occupe une place respectable et qu'on puisse, grâce à cette place, eh bien, un peu changer le monde. Alors en 2 mots, il y a 3 manières de faire du solidaire. C'est un peu comme si vous voulez un pastis sec ou un pastis dilué, enfin noyé. Vous avez des systèmes à 100% solidaires, des systèmes à 10% solidaires, des systèmes à 1% solidaires, pour faire très simple. Alors c'est quoi le 100% solidaire, c'est-à-dire le pastis sec? Je parle devant quelqu'un qui doit connaître un peu le sujet. Le 100% solidaire, c'est par exemple quand vous investissez directement, vous achetez les actions de Terre de Liens, vous achetez un outil qui sert à 100% à acheter des terres, donc votre 100 € investis sont 100 € utiles. Vous pouvez aussi par exemple acheter des parts d'une foncière qui s'appelle Habitat et Humanisme, par exemple, qui loge des gens en grande difficulté financière. Pardon, c'est mon téléphone, il va s'arrêter. Et là aussi, vous êtes 100% solidaire parce que votre argent est totalement utilisé à des fins, va directement dans une activité de nature solidaire. Alors vous avez deuxième manière de procéder, vous pouvez investir à 10% solidaire, c'est-à-dire vous achetez les parts d'un fonds, d'une SICAV, certaines banques en vendent, ou bien quand vous êtes salarié, vous pratiquez de l'épargne salariale solidaire. Et dans ce cas, eh bien, vous achetez des parts d'un outil qui est à 90% investi de manière conventionnelle, c'est-à-dire en action, en obligation, en produits monétaires, et qui a une poche solidaire qui est 10%, maximum 10% pour le moment, ça va probablement évoluer, et bien une poche solidaire de 10%, qui, elle, est orientée directement vers des outils solidaires comme ceux que je viens de décrire. Ça, c'est la deuxième méthode. Donc, vous voyez, là, vous avez un impact solidaire beaucoup plus faible, mais vous avez un risque beaucoup moindre, parce qu'après tout, ce nouveau type d'entreprise, eh bien, on ne sait pas très bien où on va. Ce que je peux vous dire, moi, simplement, c'est que
J'ai investi pas mal d'argent dans ma vie dans des entreprises qui démarraient. Je dirais que 9 fois sur 10, je me suis planté. Et à peu près une fois sur 10, c'est ça qui est bien, c'est que ça marche très fort. En ce qui concerne le solidaire, j'ai investi plusieurs fois dans les structures solidaires, j'ai encore de l'argent là-dedans. Eh bien, je n'ai rien perdu. J'ai encore pas gagné grand-chose, parce que le solidaire, ça ne rapporte pas 15% ou 25% par an, vous vous en doutez. Eh bien, je n'ai rien perdu, donc j'ai confiance dans les outils dans lesquels j'ai pu investir. Donc ça c'est la deuxième méthode, 10% solidaire. Vous avez une troisième méthode d'investir qui est, je dirais, le 1% solidaire. C'est quoi 1%? C'est lorsque vous prenez un livret d'épargne dont une partie des intérêts va être donnée par vous volontairement à une cause qui est en général une structure solidaire, mais ça peut être aussi la Croix-Rouge, ça peut être les Restos du Cœur, ça peut être l'UNICEF. Donc ce type de structure, eh bien, ce type de livret, c'est simplement de votre part une renonciation à une partie des intérêts au profit d'une association. Et c'est donc qu'on est là, solidaire. Si le livret rapporte par exemple 2%, aujourd'hui on est à 1,75, eh bien si vous renoncez à 1 point d'intérêt, et ça fait qu'il y a 1% de votre investissement, de votre épargne qui va nourrir une cause solidaire. Donc voilà les trois manières de procéder. Il est vrai que ça a l'air très simple comme ça, mais le problème c'est qu'il y a très peu de guichets bancaires qui proposent du solidaire. Il y a très peu de compagnies d'assurance ou de mutuelles qui proposent des contrats d'assurance vie où il y ait une petite poche solidaire. Donc, c'est pour ça que ça ne se développe pas davantage, parce qu'effectivement, les intermédiaires financiers ne sont pas aujourd'hui totalement mobilisés sur ce sujet. Mais c'est en train de bouger. C'est ça qui est très intéressant. Vous avez des gens comme la Massif ou la Maïf qui se sentent très concernés par le sujet parce qu'ils font partie de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Vous avez des gens qui commencent à être concernés, je pense par exemple au Crédit Agricole, et on va voir sûrement des initiatives prises par cette énorme institution dans les mois qui viennent. Le Crédit Agricole s'est emparé du sujet et va développer du solidaire, notamment dans le domaine de l'assurance vie, ce qui est tout à fait intéressant. Et puis, vous avez une banque magnifique, très sympathique, qui est une banque, je dirais, qui est un peu solidaire comme Obélix l'était avec la potion magique. Ils sont nés dans le solidaire, ils adorent ça. Ils sont fondamentalement investis dans ce secteur. C'est quoi ce nom de la banque? Est-ce que quelqu'un a une idée? Pardon? Le Crédit Coopératif. Crédit Coopératif, c'est ça, Crédit Coopératif. Alors, simplement, c'est 70 guichets, c'est une petite banque aujourd'hui, mais dont la clientèle privée se développe vigoureusement. Et si vous sentez vraiment une âme de solidarité profonde et vous pensez que c'est vraiment une carte d'avenir, c'est notre conviction à nous, à Finansol, bien entendu, eh bien, vous pouvez toujours ouvrir un compte au Crédit Coopératif qui a non seulement des outils d'épargne solidaire, notamment des livrets qui s'appellent des livrets Agir, notamment des fonds communs de placement solidaires à 90%, et notamment la possibilité d'investir directement dans des structures solidaires parce qu'ils les connaissent bien au Crédit Coopératif. Eh bien, voilà un établissement qui est complètement, qui baigne dans cet environnement et qui, justement, de ce fait, ce qui est très sympathique, eh bien, aujourd'hui, a une grande autonomie dans son univers, parce que Crédit Coop fait partie du groupe BPCE, et en plus a de très bons résultats financiers. Et je crois que c'est ça, je vais peut-être terminer là-dessus parce que je ne vais pas abuser de votre temps. Je crois que ce qui est intéressant dans l'univers de demain, et Jean-Marc vous en parlera mieux que moi, c'est que essayer de trouver un compromis entre une rentabilité nécessaire, parce qu'aucune entreprise, je pense que c'est ce qu'on apprend ici, aucune structure ne peut survivre
si elle ne génère pas, disons, des recettes qui soient supérieures à ses dépenses. Enfin, je crois qu'il y a vraiment là-dessus, le fait de dire je vais avoir une gestion équilibrée, ça ne veut rien dire. Il faut une gestion suréquilibrée parce que le profit, c'est quand même la garantie de la pérennité. Mais il est évident que dans l'univers qui nous préoccupe ce matin, eh bien, il n'y a pas uniquement une recherche de rentabilité financière, au contraire, il y a d'abord la recherche d'un impact social, c'est-à-dire d'un effet social ou environnemental positif dans l'activité que l'on exerce. Et ça, je crois que c'est très très important, mais évidemment, quand on cherche de la rentabilité sociale ou environnementale, eh bien, on sacrifie une partie de la rentabilité financière. Et je dirais qu'aujourd'hui, nous sommes aidés par ça. Pourquoi ? Parce que la rentabilité des placements financiers classiques est en train de s'écrouler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous faites du livret à 1,75%, si vous faites de l'assurance vie classique dite en euros, ça vous rapporte un peu moins de 3% avant les prélèvements sociaux. Eh bien, si vous achetez des emprunts d'État français, ça vous rapporte 2% par an sur 10 ans, c'est quand même pas terrible. Et d'après certains travaux sur la bourse que je suis avec beaucoup d'intérêt, sur les actions, eh bien, il est probable qu'au cours des années qui viennent, des 20 prochaines années, la rentabilité des placements en actions ne dépassera pas 3 à 4% par an. Donc on est, vous voyez, là, dans des rentabilités très faibles. Et ça veut dire, ça donne justement, ça donne tout d'un coup un coup de pouce au solidaire, parce qu'entre 3 ou 4% aléatoires en actions et 1 ou 2% certains, ou en tout cas à peu près assurés avec un placement solidaire, eh bien, il est permis d'hésiter. Et nous, notre espoir à Finansol, c'est que dans une dizaine ou une quinzaine d'années, eh bien, et vous allez voir, le chiffre est très bas, 1% du patrimoine financier des Français, je dis bien financier, pas le patrimoine immobilier, 1% soit investi dans des structures solidaires. Il faut savoir qu'on est un pays très riche. Ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez parce qu'en France, on est surtout préoccupé par la pauvreté. Et on a raison, et d'ailleurs, nous, dans le solidaire, on l'est forcément. Mais c'est très bien d'avoir plein de riches, parce que ça veut dire qu'on a une espèce de matelas que les gens très riches peuvent partir en Belgique, en Suisse ou en Angleterre. Ça ne va pas nous appauvrir aussi dramatiquement qu'on le pense. La fortune totale des Français est de l'ordre de 10 000 milliards d'euros. Un peu plus. Mais, et là-dessus, il y a 3 500 milliards de fortune financière, c'est-à-dire de l'assurance vie, des livrets, des comptes en banque, des actions de société cotées ou non cotées. Eh bien, nous, notre objectif est que 1% de cette fortune soit orientée vers le solidaire. 1%, encore une fois, pour chacun d'entre nous, c'est quand même pas beaucoup. Si chacun consacrait 1% de sa fortune à ça, eh bien, ça ferait 35 milliards, 1% de 3 500 milliards, 35 milliards d'euros dans le solidaire. Comme je l'ai dit au début, on est à un peu plus de 4 milliards. Donc vous voyez, il y a du boulot, mais comme ça progresse très vite et comme on espère que vous allez quand même avoir des jobs intéressants, vous allez quand même vouloir épargner, vous et les autres, et l'argent est plutôt du côté de mes amis à moi, qui sont un peu radins d'ailleurs, c'est même très très radins. Eh bien, notre espoir, c'est de les ouvrir un petit peu à ces considérations fondamentales et surtout de convaincre le plus grand nombre, et en particulier les personnes âgées, que nous sommes effectivement, non pas dans une transition, mais dans une vraie mutation, et qu'il va falloir s'en préoccuper de manière active. Merci. Merci beaucoup François. Ça y est. Merci beaucoup François De Witt. C'était clair. On va garder vos questions peut-être pour après. Avant de passer à notre intervenant suivant qui va être Esratat, je tiens à saluer M. Laurent Roch qui représente ici l'organisation de facto de gestion de la défense et qui nous a beaucoup soutenus. Et merci d'être venu. Et également Pierre Estève. C'est lui, c'est l'artiste qui a fait l'exposition Flowers, qui anime tous les
matin et tous les après-midi avec les enfants des écoles, des ateliers où ils font des fleurs avec leurs bouteilles en plastique. Donc vraiment, vous devriez les voir. Et je crois, Pierre-Esther, que vous avez ici donné une masterclass à Léonard de Vinci sur le son. Oui, sur la sémantique du son et de l'image. Voilà, donc peut-être ne le connaissez-vous pas, enfin il connaît bien l'école, et l'école le connaît bien. Voilà. Esratat, un plaisir d'avoir une jeune femme, une femme, hein, il faut rééquilibrer un petit peu ce monde finance-entreprise. Esra. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes dans la salle. Oui, ça c'est très agréable. On est très content parce que le monde de demain sera, le féminin sera dominant. Je ne parle pas des femmes seront dominantes parce que vous avez trop tendance à singer les hommes. Mais quand vous ferez ressortir votre féminin profond, eh bien, et vous aussi d'ailleurs. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Hein. Votre féminin, vous messieurs, aussi est très important pour le futur de l'humanité, nous le pensons. Esratat. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, je suis extrêmement heureuse d'être là parce qu'on n'a pas un écart d'âge très très important. Moi j'ai monté ma dernière structure en 2007, fin 2007, et j'ai obtenu mon diplôme universitaire début 2008. Donc je me sens extrêmement proche de vous. Deuxième petit point avant de commencer, et effectivement je suis ravie de voir autant de femmes. Hier soir j'en discutais avec une personne qui travaille sur le leadership féminin. Et on déplorait ensemble qu'encore aujourd'hui, on était assez minoritaire dans ces structures-là financières et en ce qui me concerne dans l'immobilier. Cette petite remarque liminaire faite, moi je vais vous parler d'entreprise et de finance, donc les deux liés. En commençant par une petite histoire, c'est l'histoire de notre structure. Donc je ne savais pas du tout que le groupe SOS avait commencé par une association, donc c'est le cas aussi pour nous, Terracité. Donc début 2003. Donc on est extrêmement jeune, l'activité donc depuis 2005 a que 8 ans, on a fêté nos 8 ans le 31 mars dernier. Donc effectivement on est au début du chemin par rapport à des monstres entre guillemets que sont les structures comme le groupe SOS. Mais en tout cas on a commencé par une première aventure associative, donc par la personne qui est aujourd'hui le président de Terracité, Jean-Philippe Cislac, qui a décidé de s'expatrier en Bourgogne pour aller, comme beaucoup de néo-ruraux, quitter Strasbourg pour aller réfléchir sur qu'est-ce qu'il allait faire de sa vie. Il venait d'être papa et comme beaucoup de personnes, c'est un peu le déclic. Et donc pour un tas de raisons, il a commencé à travailler sur l'impact de la construction, biologiste de formation, sur l'impact de la construction sur la biodiversité. Et de fil en aiguille, l'intérêt pour la question de l'habitat s'est rapidement forgé. On était très branchés environnement à nos débuts. Et puis à un moment donné, on s'est rendu compte que faire de la construction écologique c'était bien, mais que c'était peut-être intéressant de savoir pour qui on était capable de faire ces beaux logements-là. Donc l'association a fait beaucoup d'évangélisation pendant 2 ans auprès des collectivités. Donc on était en phase pré-Grenelle, donc la question était quand même moins connue que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. L'ADEME n'avait pas fait tout son travail. Et donc en 2005, au bout de 2 ans d'échanges avec des collectivités, de promotion des nouvelles manières de construire, il décide de sauter le pas, parce qu'en fait il avait le choix entre arrêter l'association qui commençait un petit peu à s'essouffler ou sauter le pas en portant un projet. Et donc là, c'est posé la question de l'entreprise. Il avait la possibilité de rester en structure associative ou d'aller vers un autre schéma. Et lui, venant pas d'une formation universitaire orientée entrepreneuriat, etc., il s'est dit le meilleur moyen de changer le monde, c'est l'entreprise. C'est de montrer qu'avec une entreprise qui fonctionne bien et qui fait des choses sympas, on peut changer le monde. C'était une vision très, très simpliste et presque naïve, mais c'est ce qui fait tout le charme de mon associé. Moi, je l'ai rencontré quelques années plus tard, alors qu'il faisait des premiers projets d'habitat pour le logement social. Donc, il vendait des logements pour le logement social en éco-construction. Et à l'époque, on s'est rencontrés. Moi, je quittais un bailleur social avec un peu l'impression que, mine de rien, le logement, les modalités du logement en France, c'est quand même assez limité. Donc, il y a le logement social, après il y a les structures associatives, quasiment caritatives, humanitaires, et des structures type habitat humanisme. Et en fait, après, en dehors de ça, il n'y a que le logement privé. Et le logement privé, c'est ce qui nous concerne tous. Et c'est là où sont les grosses difficultés. Donc si je raconte tout ça, c'est parce qu'il y a vraiment un cheminement entre le premier projet
qui était très orienté impact de la construction sur la biodiversité, l'éco-construction, etc. Du jour où on s'est rencontrés, donc à peu près en 2007-2008, on s'est rendu compte que c'était bien de faire des projets sympas, mais qu'il fallait peut-être réfléchir pour qui on les faisait et qui on avait envie de servir. Et donc, par un tas de recherches et de réflexions sur est-ce qu'on se transforme en bailleurs sociaux, on aurait pu devenir un bailleur social, on s'est rendu compte en fait que le découpage du logement actuel en France est très caricatural. On a la politique publique qui vise le logement social, qui n'est pas tout à fait efficace. Si vous suivez un petit peu ce qui se passe au niveau du logement, on manque réellement de logements sociaux. On manque de logements très sociaux, donc la cible notamment de l'humanisme. Et ensuite, en dehors de ça, il y a le logement privé. En fait, on s'est rendu compte que ce découpage-là ne colle pas à la réalité de nos territoires. Et qu'en fait, il y a une partie de la population, le haut de la classe modeste, qui n'a pas accès au logement social, parce qu'il est légèrement au-dessus des plafonds, mais qui n'a pas du tout accès au logement privé classique. Pour donner un chiffre, notre siège est à Lyon, donc je suis désolée, j'ai beaucoup parlé de Lyon. À Lyon, au cœur de Lyon, les logements nouveaux ne ciblent que 4% des Lyonnais en termes de revenus. Le prix au mètre carré est extrêmement cher et des personnes qui ne sont pas dans la précarité extrême, qui sont de la classe modeste, mais avec un emploi stable, n'ont pas accès à ces logements-là. Alors qu'est-ce que ça pose comme problème? Ça pose énormément de problèmes en termes d'emploi. Le fait de ne pas avoir accès à un logement dans leur niveau de revenu fait que ces personnes-là ne bougent pas en fait, de leur quartier, ou si jamais elles trouvent un emploi plus intéressant, elles ne peuvent pas y aller, au risque de devoir faire beaucoup de mouvements pendulaires. Donc on s'est dit on va s'intéresser à cette cible-là. Précisément, c'est le 3e, 5e décile de revenus. Je vous le dis quand même pour si jamais il y a des personnes qui sont passionnées par la question du logement. Et c'est ce qu'on appelle le logement abordable. Et donc nous, c'est notre cible à nous. Pour faire le lien avec le logement social, si on divise les revenus des Français en 10 déciles, le logement social c'est en dessous du 3e décile, le logement privé libre c'est au-dessus du 5e, et entre les deux, du 3 au 5e, c'est un peu de no man's land. Et ce que nous on dit, on n'est évidemment pas les seuls, il y a énormément de sociologues de l'habitat qui travaillent sur ces questions depuis un certain nombre d'années. Ces personnes-là sont les personnes qui peuvent basculer dans la précarité du fait d'un accès difficile au logement. Et nous, c'est ce qu'on veut éviter. À mon avis, Habitat Humanisme et autres structures de ce type-là sont déjà chargées, on va peut-être éviter de leur donner du boulot. Et il faudrait que le secteur immobilier trouve des manières de servir cette cible. Et nous, c'est ce qu'on s'est donné comme objectif. Alors, si je reprends la genèse, on a notre dimension environnementale qu'on garde. On est vraiment... on est des écolos et on n'imagine pas de faire des projets qui ne le soient pas. Mais à côté de ça, il faut qu'on soit en mesure de les rendre accessibles. Alors si on fait l'équation impossible de rajouter de la qualité environnementale à un coût moins cher, vous vous rendez compte que là, on est nous, dans un dilemme. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il fallait travailler sur la question financière. On n'était pas du tout des financiers à la base, bien que moi, ce soit intégré dans la formation universitaire. Et on s'est rendu compte que pour atteindre cet objectif-là, de servir cette cible, il ne faut pas qu'elle tombe dans cette précarité du logement-là, il faut que nous, on soit en mesure de faire des logements qualitatifs à prix abordable. Et c'est là où on a commencé à réfléchir sur les questions de financement et de schéma immobilier. Et on s'est rendu compte que dans le secteur immobilier classique, il y a énormément de règles de fonctionnement qui sont là, qui sont inscrites, mais qui ne répondent à aucune logique. Elles répondent à des logiques économiques de rentabilité, mais à aucune logique de servir un besoin de produire des logements différemment. Je m'explique, typiquement dans le logement, on a besoin de beaucoup de fonds propres. Et la manière d'obtenir ces fonds propres font qu'ils coûtent très cher au projet. Et ils se répercutent comment sur les projets? Sur le prix du logement. Donc on a commencé, nous, à mener une réflexion en disant mais payer l'argent pour payer de l'argent, c'est quand même pas normal. Et payer de l'argent en plus qui va avoir un impact négatif sur le coût du logement, nous, ça ne nous intéresse pas. Et donc on a commencé à travailler sur les schémas au niveau juridique même, immobilier. Donc, je passe les détails, Bercy nous connaît bien, on leur écrit des courriers quasiment tous les 2 mois. Et c'est très drôle parce qu'une personne du ministère que j'ai croisée dernièrement m'a dit mais c'est pas vous qui avez écrit un truc sur la SCIA? Oui, c'est bien nous, c'est bien nous. Donc on n'est pas les seuls, on est en train de structurer un petit groupement de professionnels immobiliers qui ont envie que les choses changent. Mais effectivement, aller faire changer les lois à certains niveaux, ça ne résout pas le problème. On reste quand même très dépendant des fonds propres. Comment on trouve de l'argent? Et comment on trouve de l'argent dont l'attente des investisseurs soit en lien avec le projet? Alors on a commencé par collecter des fonds auprès d'amis. Et puis les projets devenaient de plus en plus conséquents, trouver 800 000 € avec nos amis d'investisseurs, ça commençait à être un petit peu compliqué.
Donc on s'est dit, voilà, comment trouver des fonds qu'en face de nous, nos investisseurs ne demandent pas effectivement des 15-20%, parce que dans l'immobilier, c'est ça, c'est vraiment ce qu'on attend de nous. C'est une activité qui est tellement perçue comme rentable que les personnes qu'on rencontre, les investisseurs qu'on rencontre, ne comprennent pas que nous, on ne soit pas en mesure d'avoir les mêmes rentabilités qu'un autre acteur. Donc on a monté un certain nombre d'outils, de manières de collecter ces fonds-là. Et l'un d'eux, qui est extrêmement récent, donc on l'a cofondé avec la NEF, donc la coopérative de finance éthique, est un outil donc, de collecte, d'investissement, qui permet de ramener des fonds propres, alors entre guillemets locaux, je m'expliquerai sur cette dimension, pour financer une partie des projets. Effectivement, ce que nous on propose en contrepartie à nos investisseurs, c'est d'avoir un rendement qui est extrêmement modeste, mais par contre qui est en phase avec notre projet, en expliquant clairement qu'avoir une rentabilité à 7, 8, 10% sur ces projets-là, c'est pas possible. Parce que quand on a ce type de rentabilité-là, quelque part, il y a quelqu'un qui trinque. Soit c'est l'environnement, soit c'est l'usager. Et donc ça ne nous intéresse pas. Alors, est-ce qu'on arrive à trouver des gens qui ont justement cette optique-là? Effectivement, c'est tout le travail de financeurs. Et de plus en plus de personnes s'intéressent à cette dimension-là. Et par contre, quand on a imaginé cet outil, on est arrivé avec une approche un peu différente de ce qu'il y a dans la finance solidaire. Nous, on avait une vision de crowdfunding, en disant, aujourd'hui, il y a énormément de financement par la masse. Moi, je suis d'accord pour mettre 100 € dans ton projet, mais j'ai envie de savoir où va mon argent. Au-delà de où va mon argent au sens éthique du terme, j'ai envie de financer dans un projet qui me tient à cœur, dans lequel je peux avoir un lien direct. Et c'est là où je pense qu'en termes de génération, sans faire de propos discourtois, quand on est arrivé auprès de la NEF, on n'a pas parlé on va faire un outil de finance solidaire. On a dit on va faire un outil de financement participatif avec une plateforme web. Moi, je veux que demain, la personne puisse mettre 100 € avec son téléphone, parce que je vis avec mon téléphone, on vit avec nos téléphones aujourd'hui, c'est une manière de fonctionner. Mais à côté de ça, il faut que cet argent serve à un projet qui a une certaine valeur, une certaine dimension. Et c'est là où je pense que le secteur est un peu en train de se rajeunir, entre guillemets, où ce qu'on connaît à côté dans d'autres modes de financement, notamment le financement de tout ce qui est culturel. Vous connaissez certainement la plateforme KissKissBankBank. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Voilà. Okay. On est mentor des projets socio-environnementaux sur KissKissBankBank, et effectivement, je pense que c'est une des manières d'attirer notre génération vers des projets qu'on peut estimer un peu moins glamour. Je suis désolée de le dire, mais moi, quand on parle de solidaire, d'insertion, etc., j'ai toujours l'impression que c'est très loin de mon monde, et en réalité, pas du tout. On a tellement dans nos formations une dichotomie entre business et charité, entre guillemets, qu'en fait, on est presque... Moi, j'étais pétrie par l'idée qu'on ne pouvait pas avoir une démarche économique en servant les personnes très précaires ou en servant certaines problématiques du logement. Et là, je pense qu'effectivement, c'est la bonne période, c'est vraiment le bon moment pour que les choses évoluent. Donc au niveau financier, c'est comme ça que nous, on fonctionne. Et en parallèle, je terminerai juste sur quelques mots sur la partie entrepreneuriat. Dans ma formation universitaire Business Administration, on nous a dit pendant 4 ans, 5 ans qu'on allait devenir des leaders du monde et qu'on allait se faire plein d'argent et que ça allait être génial. Moi, ça m'attirait pas du tout. Mais alors, pas du tout. C'est pas que j'aime pas l'argent, hein, loin de là. Mais c'est que ça m'attirait pas de me lever tous les matins pour faire 12 heures par jour et puis bosser pour un N+1, N+2, N+3. Voilà. Ça m'attirait pas. Et pendant ma formation, je m'étais dit, c'est super, je vais me former aux techniques de l'entreprise, et puis je vais aller dans une grosse ONG, et puis je vais professionnaliser l'ONG. Et ça va être génial. Et puis comme ça, tous les matins, je vais me lever pour bosser pour quelque chose qui a de la valeur. Donc ça, c'était au début de mes études, et j'étais persuadée que c'était ça l'avenir, que c'était ça mon avenir. Et alors que dans ma formation universitaire en France, on n'en avait jamais parlé, j'ai passé 1 an en Angleterre, et là en Angleterre, tout le monde parlait de RSE, d'entreprises éthiques, on étudiait des cas sur ces questions-là. Et c'était pas, on parle de cas qui sont pas des vraies entreprises avec des vrais modèles économiques. Je pense que Jean-Marc Borello parlera du groupe SOS et qui porte bien le nom de groupe. Ce sont des vraies entreprises. On a besoin de travailler sur des vrais modèles économiques qui marchent. Être à l'équilibre, je suis absolument d'accord, ça ne suffit pas. En réalité, on nous demande d'être aussi bon sur la performance économique que sur les autres performances, même si on vous dit que
que si les trois équilibres, c'est très bien. En réalité, on nous demande d'être vraiment bon sur les trois dimensions. Et je pense que la voie de l'entrepreneuriat social répond vraiment aux aspirations, j'espère qu'ils sont aussi les vôtres, de donner du sens à son travail, de dire qu'on va se lever le matin pour faire quelque chose avec lequel on va vivre, mais qui va avoir une utilité autre que juste avoir un emploi. Et je suis extrêmement confiante sur cette dimension-là, parce qu'encore hier soir à l'événement du comptoir d'organisation, j'étais vraiment bluffée par le nombre de personnes de notre génération. Donc venez, on a besoin de vous et de vos compétences, et on a besoin de travailler sur des modèles économiques qui soient duplicables, réplicables et qui prouvent qu'on peut faire des choses bien en étant une entreprise. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Esra Plath. Et j'ajouterais que la dimension écologique n'est pas seulement un choix de valeur. Il me semble qu'il y a une vraie urgence de ce côté-là, et que ce n'est plus seulement parce que ça nous fait plaisir, c'est quelque chose qui doit être pris en compte de toute urgence aussi par l'entreprise. Merci, Esra. Jean-Marc Borrello, alors, le précurseur, un des précurseurs, le groupe SOS précurseur, on vous a souvent pris le groupe pour quelque chose de très marginal, et puis finalement aujourd'hui vous représentez quand même, c'est du lourd, hein, c'est du lourd le groupe SOS. Je ne sais pas si c'est du lourd, mais en tout cas ça démontre concrètement qu'on peut créer et entreprendre différemment, avec un certain niveau de réussite. Enfin, si on prend des critères qui ne me passionnent pas, c'est 30% de croissance annuelle ces dernières années. Aujourd'hui, 11 000 salariés et 600 millions d'euros de fonctionnement annuel. C'était une association, et ça reste fondamentalement une association, mais je vous en dirai un mot, quelles que soient les formes juridiques des filiales que l'on a choisi adaptées à l'objectif qu'on poursuivait, effectivement. Peut-être pour clarifier les choses, l'économie sociale et solidaire dans ce pays se définit par ses statuts. Alors c'est quoi? C'est très, je le regrette, mais c'est comme ça. Ce sont les associations, les mutuelles, les coopératives et les fondations. Donc c'est extrêmement clair, parce que une série de vocables éthiques, machin, apparaissent. L'économie sociale et solidaire, qui est aujourd'hui représentée au sein du gouvernement par un ministre délégué, qui est Benoît Hamon. Ce sont les associations, les fondations, les coopératives et les mutuelles. Ça représente, c'est pas tout à fait, ce n'est pas tout à fait marginal, puisque c'est 10% du produit intérieur brut et 12% de l'emploi dans ce pays. Donc c'est pas tout à fait simplement marginal. Alors ça n'est pas satisfaisant de mon point de vue, parce que je pense que les statuts ne font pas la vertu, qu'il y a des associations de malfaiteurs, des coopératives agricoles qui essaient de vous faire prendre du cheval pour de la vache, des grandes banques coopératives qui certes découvrent la vertu après une vie de petites vertus sur le plan financier, si je peux me permettre, donc de grandes banques coopératives qui ont filialisé des activités financières parfaitement condamnables dans des filiales qui ont perdu beaucoup d'argent. Donc on peut mettre le crédit coopératif à part de tout cela, mais pour un certain nombre d'autres que je ne citerai pas, évidemment, les statuts n'ont pas suffi à les rendre vertueux dans leur pratique. D'où l'idée de créer le mouvement des entrepreneurs sociaux que j'ai présidé pendant ces premières années de création, et qui était de dire, plutôt que les statuts, examinons l'impact des entreprises. Après tout, dans ce pays, un certain nombre de PME sont parfaitement respectables dans leur fonctionnement, dans les cartes de salaire, dans le respect de l'environnement. Et encore une fois, une société commerciale qui vérifie ces indicateurs en matière d'externalité positive sur le social et l'environnemental, c'est aussi bien qu'une association et une coopérative qui ne le fait pas. Donc ça, c'est le secteur. L'entreprise, alors qu'est-ce qu'elles font ces entreprises, hein? Je peux vous dire un mot du groupe SOS parce que je le connais un peu. Le groupe SOS, c'est un groupe qui gère
On doit avoir une quarantaine de métiers, mais pour aller vite, on gère des hôpitaux, on gère des crèches, on gère des maisons de retraite, on gère des entreprises d'insertion, du logement très social, des cabinets de conseil en développement durable, je sais pas quoi, on gère des plateformes de mobilité, on gère tout un tas de machins. L'idée, comme celle du mouvement des entrepreneurs sociaux, c'était mettre une logique économique au service de l'intérêt général. Pour aller vite, on fonctionne dans un pays, où on a fonctionné dans un pays, où on fonctionne dans un pays qui a fonctionné selon le modèle de l'État-providence. Alors on peut le regretter, se lamenter, s'immoler par le feu sur le parvis de la Défense, on peut faire ce qu'on veut, en tout cas c'est terminé. Nous n'avons plus les moyens d'augmenter la charge sociale globale sur ce pays, parce que à force de prendre à ceux qui sont juste au-dessus pour ceux qui sont juste en dessous, on finit par avoir tout le monde qui est en dessous et plus personne au-dessus. Donc il y a un sujet majeur qui est de dire on ne peut pas fonctionner simplement avec un système qui prélève par l'impôt et redistribue, d'autant plus que le coût entre le prélèvement et la redistribution, le coût de gestion est tel et l'administration générale des services de l'État est telle que ça finit par coûter plus cher en gestion qu'en résultat. Donc, mettons des logiques économiques nouvelles au service de l'intérêt général. Ça veut dire effectivement des entreprises, mais chaque fois que je suis dans un amphi, j'ai un flash, c'est l'amphi du MEDEF, où je suis allé m'exprimer quelques fois, avec le bonheur qu'on imagine. Et sur les murs, il y a écrit « L'entreprise, c'est la vie ». Alors là, c'est le côté flanflan, et donc chaque fois que j'y vais, je dis l'entreprise c'est la vie, c'est-à-dire que ça va du meilleur au pire. Donc ça peut être le rêve ou le cauchemar, ça dépend de quelle entreprise, et ça dépend de la manière dont l'entreprise est organisée. Alors pour le mouvement des entrepreneurs sociaux, et pour ce label entreprise solidaire qui va d'ailleurs apparaître dans la loi modifiée, puisqu'une loi sur l'économie sociale et solidaire, l'entrepreneuriat social devrait être présentée au Parlement en juillet. L'idée est simplement de mesurer les externalités de l'entreprise, tant dans l'objectif que dans la manière dont elle fonctionne. Ça veut dire très clairement le groupe SOS. C'est effectivement, il faut bien que le fondateur ait fait un truc. Pourquoi le sommet est associatif? Parce que j'ai toujours considéré, surtout quand j'avais votre âge, que la propriété est une espèce de vanité incompréhensible pour un être humain dont la durée de vie est limitée. Voilà, donc ça restera le truc un peu historique des fondateurs, c'est que je ne voyais pas très bien à quoi ça servait d'être propriétaire d'une entreprise, la faire fonctionner, la faire réussir, la faire grandir, la faire prospérer, la rendre utile. Oui, en être propriétaire pour l'emporter ou je sais pas quoi, la léguer, c'était pas un truc. Donc voilà, les statuts, en l'occurrence pour le groupe SOS, ça permettait ça. Ensuite, dans une entreprise, et je suis pas le premier à le dire, l'écart de salaire ne me paraît pas un sujet qui n'est pas traité, qui ne soit pas traité convenablement. Le groupe SOS, on a décidé, c'est 1 à 10. Voilà, 1 à 10, ça veut dire le plus haut salaire gagne 10 fois le SMIC conventionnel. Alors, je suis pas... Voilà, peut-être que ça doit être 15, peut-être que ça doit être 12, je m'en fous un peu. Moi, je ne sais pas diriger une entreprise dans laquelle le président gagne 400 fois le salaire de la standardiste. Je vois comme 10,5, le problème c'est que j'ai des chirurgiens qui opèrent, qui ont 30 ans de métier dans les hôpitaux. Si je leur donne 5 fois le SMIC, je vous ferai opérer par une infirmière, parce que je vais avoir un problème. Donc voilà, il y a une réalité, c'est que je paye un chef de service en chirurgie plus que... voilà. Mais en gros, c'est 1 à 10. Le 1 à 400, je ne sais pas faire. Encore une fois, ce n'est pas une considération morale, je m'en fous, j'ai rien contre les riches, je préférerais qu'il y ait plus de riches et moins de pauvres. Ce serait... Mais moi, je ne sais pas faire parce que, d'abord, je suis extrêmement exigeant et pour exiger, il faut qu'il y ait quelque chose de l'ordre de l'exemplarité. Voilà, donc c'est comme ça. Je ne suis propriétaire de rien et en rien de l'entreprise que j'ai créée, ce qui permet aux 11 000 collègues qui y travaillent aujourd'hui de considérer qu'elle est autant à eux qu'à moi. Elle est gérée fondamentalement par un conseil d'administration et des membres bénévoles qui donc apprécient l'impact social
l'impact économique, parce qu'encore une fois, je ne peux pas faire zéro de résultat, parce que zéro de résultat, s'il y a un coup de Trafalgar l'année prochaine, et puis je ne sais pas, comme ça je le sens bien, bien je vais me retrouver en difficulté. La question c'est qu'est-ce qu'on fait des résultats? Comme il n'y a pas d'actionnaires, on ne les distribue pas, et donc on fait en sorte qu'une partie soit en réserve pour affronter les tempêtes qui risquent encore de venir. Une partie soit investie dans ce qui s'appelle la R&D dans d'autres entreprises, mais pourquoi pas chez nous? C'est-à-dire, il faut innover, rechercher, et on ne peut pas se contenter de gérer des établissements. Il faut aussi être capable d'améliorer la qualité des soins, améliorer la qualité de la prise en charge des enfants dans les maisons d'enfants à caractère social. Enfin, il y a un vrai sujet. Et puis, améliorer la qualité de vie des salariés en faisant en sorte que l'entreprise elle-même, elle soit dans des locaux convenables, que les personnes hébergées ne soient pas hébergées dans des gourbilles ou dans des chambres de bonne. Donc, la nécessité pour une entreprise de faire des résultats et d'utiliser ces résultats au service de tous. Alors, ce qui est très nouveau, c'est qu'assez naturellement, vous allez vous débarrasser de la génération des hommes blancs de plus de 55 ans, parce que rassurez-vous, on va finir par partir à la pêche ou je ne sais où, et vous vous débrouillerez comme on l'a fait. Voilà. Premier sujet qui me remplit d'espoir, alors un peu comme ce que tu disais, c'est que depuis quelques années, toutes les grandes écoles de commerce et autres, les universités, ça commence à nous former alors à HEC, ça s'appelle Entreprise et Pauvreté, et puis il y a une chaire en Social Business. À l'ESSEC, il y a la chaire d'entrepreneuriat social de Thierry Sibud, qui est une très belle chaire. Et alors, le groupe SOS l'avait fait depuis longtemps, parce qu'une maison qui grandit, elle ne peut pas grandir avec simplement de la bonne volonté. Moi, il y a quelques trucs que je sais, et puis un truc fondamental, c'est que la majorité des choses de l'entreprise, je ne sais pas les gérer. Et j'ai donc, il y a 20 ans, commencé à recruter des vrais professionnels sur les fonctions transversales de l'entreprise, parce que si je l'avais fait moi-même, ça aurait été beaucoup moins bien fait. Et donc ce secteur est en train de se professionnaliser. Alors SOS l'a fait avec un peu d'avance, ce qui explique la taille. Mais ce secteur est en train de se professionnaliser parce que nos jeunes collègues sortent d'HEC, de Sciences Po, de l'ESSEC, des universités qui sont mieux formés, qui sont plus internationaux que nous. Je vous en dirai un mot parce que ce sujet n'est pas un sujet hexagonal du tout. C'est un sujet qui aujourd'hui est présent à peu près sur toutes les parties du globe. Et on l'a vu hier soir à l'événement qu'on avait organisé à l'hôtel de ville. On avait des camarades africains, d'Afrique du Sud, du Maghreb, de Séoul, en Corée, des États-Unis et d'Angleterre. Donc on a globalement un mouvement international qui paradoxalement est plus rapide et plus puissant sous le contrôle de François chez les anglo-saxons que chez nous. C'est-à-dire que nous, ça fait un siècle qu'on réfléchit à l'économie sociale et solidaire. Ça, effectivement, pour la construction de modèles théoriques, ce pays est absolument remarquable. Je pense que vous trouverez des thèses sur les 40 dernières années depuis Gide, le tonton, pas André, mais Charles Gide, jusqu'à aujourd'hui, on a des thèses tout à fait respectables sur la gestion démocratique, les machins comme ça. Bon, l'alternative, machin. Au moment où le dispositif devient mondial, les anglo-saxons qui regardaient ça avec à peu près comme ils regardent un plat de cuisses de grenouille, on regardait, on repérait ce qui fonctionnait, se sont mis à le développer, et se sont mis à le développer à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire de manière très pragmatique. Qu'est-ce qu'il faut? Du pognon. Donc on trouve le pognon avec les unclaimed assets en Grande-Bretagne, donc qui étaient les fonds non réclamés dans les banques par les compagnies d'assurance, etc. Le pognon ne servait à rien, on l'a pris. On l'a investi dans le social business. Et aujourd'hui, enfin, j'étais à Londres il y a très peu de temps, vous voyez des entreprises associatives. Alors chaque pays a développé des sociétés à but commercial, à but non lucratif, des ONG, enfin chacun a imaginé sa sauce juridique. En tout cas, l'idée,
ça fonctionne bien, il faut le développer et donner à ce secteur une place de plus en plus grande. J'ai rencontré des camarades anglais qui géraient des chemins de fer. La mère Thatcher a mis à bas tout le service public. Donc on a dit, les chemins de fer, ça ne sert à rien, machin, on vend le chemin de fer. Alors, le privé lucratif, pour lequel j'ai un profond respect, a racheté le chemin de fer et ensuite a supprimé toutes les lignes non rentables. C'est-à-dire que en Lozère, c'est peut-être pas l'exemple du moment, mais la Corrèze, mais enfin, si vous avez des lignes de chemin de fer, vraisemblablement, Paris, Lyon, Marseille, vous allez investir et développer. Si vous avez deux bleds que personne ne connaît, qui sont reliés par une ligne qui vous coûte beaucoup d'argent, eh ben, les boîtes privées ont fermé. Et au bout de quelques années de ce traitement, alors d'abord elles cessent d'investir, donc les rails commencent à faire la gueule, au bout d'un moment on ferme, purement et simplement. Et puis on se souvient qu'il doit y avoir de la continuité territoriale dans un pays, c'est-à-dire que si vous habitez un village, vous avez quand même le droit de sortir de votre village, d'aller à un bureau de poste, etc., et de prendre le train. Et donc les pouvoirs publics régionaux ont décidé de relancer ces liaisons ferroviaires, et comme personne ne voulait les gérer, le public, sûrement pas, le privé considérait que c'était pas rentable, on a trouvé des associations qui se sont mis à gérer des lignes de chemin de fer pour permettre la circulation entre des petites villes de l'Angleterre. Donc l'idée de l'entrepreneuriat social, c'est vraiment une idée d'entreprise. Hein. C'est encore une fois, c'est pas les bisounours, c'est pas un espèce de monde dans lequel tout le monde... Hein, c'est pas ça. Ce sont des entreprises qui ont, alors en ce moment j'ose à peine employer le mot, mais qui ont un projet politique différent, mais un projet politique différent. Nous sommes sur des secteurs qui nous paraissent utiles, c'est-à-dire l'accès aux soins, faire en sorte qu'il y ait des hôpitaux, y compris dans les régions où ces hôpitaux ne sont pas très rentables. Enfin, si vous avez eu un accident de voiture, la question de savoir si l'hôpital est rentable ou pas, vous diffère un peu. Donc faire en sorte que des hôpitaux continuent à exister dans ce type de région. Nous avons un projet pour illustrer aujourd'hui, on a un véritable sujet sur les maisons de retraite, et particulièrement les établissements pour personnes âgées dépendantes. Et là-dessus, il y a une petite bagarre engagée entre le privé lucratif et nous. Le privé lucratif dit, c'est simple, c'est un marché, la personne âgée dépendante, donc on segmente le marché, on fait des maisons de retraite de luxe pour ceux qui ont les moyens d'y aller, et puis on fait des maisons de retraite low cost, pour ceux qui n'ont pas les moyens. Alors le low cost, c'est des espèces de poulaillers thermomoulés où on colle les uns à côté des autres des chambres qui intègrent déjà le lavabo, enfin c'est une espèce d'univers qui est un peu spécial. Et avec ça, on a des poulaillers low cost. Et nous, on dit, et on dit avec une certaine insistance au ministre en charge, et puis d'ailleurs on va le dire un peu plus loin si ça va pas assez vite, on dit, nous, notre modèle, c'est la maison de retraite de qualité pour tous et un prix différent en fonction des revenus de chacun. Alors, c'est pas très original, hein, c'est ce qui se passe dans les crèches, par exemple. Dans les crèches, vous payez en fonction du quotient familial. Donc, si vous mettez les gosses à la crèche, on en gère une quarantaine à Paris, ben, selon les revenus de la famille, la participation familiale sera plus importante ou moins importante. Pour les maisons de retraite, nous, on préfère imaginer que la vie, c'est la mixité sociale, il y a des gens qui ont des revenus différents, etc., mais que le minimum, particulièrement rendu à cet âge-là, c'est d'avoir un minimum de confort et pas des clapiers pour anciens pauvres qui deviennent des pauvres âgés, et de l'autre côté, des maisons de retraite de luxe pour ceux qui ont les moyens. Donc, ce sont deux projets politiques différents. Alors, la règle, enfin en tout cas la règle du groupe SOS, c'est de dire on ne demande surtout rien à l'État. Voilà, comme ça c'est plus simple, on ne vous demande rien, on vous demande juste de nous foutre la paix et de nous laisser faire. C'est-à-dire de nous laisser créer des modèles qui permettent la solidarité, mais des modèles économiques qui permettent la solidarité. Nous sommes nés de la lutte contre l'exclusion il y a 30 ans, et puis après 15 ans, comme quoi on n'a pas été extrêmement rapide, on s'est dit c'est quand même
On a le vrai monde économique qui crée de l'exclusion, et puis à côté, on a une bande j'allais dire de fumeurs de joints, mais on a une bande d'idéalistes qui essaient d'inclure, avec leurs petits bras, tous ceux qui se font exclure en permanence de la vraie machine. Peut-être peut-on imaginer de modifier le fonctionnement de la machine pour qu'elle exclue moins, et donc que nous soyons en situation de proposer des services. Alors, ça va jusqu'à l'insertion. Nous, on a créé, il y a 10 ans, une entreprise d'insertion en Seine-Saint-Denis autour de la réception d'entreprises et du traiteur. On l'a créée avec 10 salariés, elle en a 250, elle gère des lieux événementiels, elle gagne du pognon depuis 10 ans, avec 80% de son personnel qui étaient des chômeurs en situation compliquée, donc avec des salariés réputés non aptes au marché du travail. On réussit à faire fonctionner une entreprise qui gagne de l'argent, qui s'est développée, qui est un traiteur qui arrive dans la cour des 4-5 grands traiteurs d'Île-de-France, qui nous adoraient jusqu'à présent, qui commencent à nous regarder un peu de travers, parce que quand on grandit, on prend des marchés, et puis que les gens font appel à l'entreprise en question parce que c'est bon, parce que les produits sont bio-équitables, mais aussi parce qu'on a un produit de qualité pour ce type de prestation. Donc, il s'agit vraiment de la biodiversité économique. Alors, il ne s'agit pas de guerre. Nous, on est associés avec Renault sur la mobilité. Nous sommes associés avec Renault, Total, de travailler ensemble. On a fait, pas très loin d'ici, la tour, c'est Suez Environnement, il y a quelques semaines, un débat avec le patron de Suez, le vice-président de ce département en charge de l'économie sociale, qui n'est pas beaucoup plus âgé que vous et qui est très engagé, qui s'appelle Jean Sarkozy, et qui est vice-président du Conseil général à l'économie sociale, et qui est très engagé sur ce sujet, qui a un très beau budget, qu'il a obtenu du président du Conseil général. Alors, ça fait un moment qu'on fait de l'éducation, mais en tout cas, ça a marché. C'est un support de plus pour l'entrepreneuriat social, et le département en question s'investit. Et la solution, c'est à 3, pouvoir public, grandes entreprises privées lucratives. Nous, on conseille le maire de Séoul, on accompagne le maire de Séoul depuis 2 ans, qui cherche à mettre en place de la solidarité dans sa ville, parce qu'avant la Corée du Sud, avec des pauvres, c'est facile d'être solidaire entre pauvres. Maintenant, il commence à y avoir des moyens et un beau développement. Et la question qu'il se pose, c'est comment on fait la solidarité sans faire l'État-providence, puisqu'en gros, il s'est planté en Europe. Donc, il cherche une nouvelle voie, et on travaille avec le maire de Séoul et les grandes entreprises coréennes. Et puis, une grande entreprise coréenne, c'est une grande entreprise. Hein, c'est un petit monsieur qui vous dit on a une petite banque associée avec vous, la BNP. Voilà. Voilà, ça c'est le monsieur qui dirige China, machin, qui fait 200 fois les banques européennes à peu près. Donc, ce sujet est international. J'ai vu à Washington les conseillers du président Obama sur le sujet qui, à la Maison-Blanche, travaille sur le développement du social business et de l'innovation sociale. On a des sollicitations un peu partout dans le monde. On se développe au Maroc avec une formidable association marocaine qui était là hier soir. Et j'allais dire, pour conclure, à l'international, c'est encore plus clair. C'est-à-dire que dans la plupart de ces pays, quand vous vous tournez vers les pouvoirs publics en disant « Et vous faites quoi pour ça ?» On vous dit « Nous, on va vous autoriser. » Bon, donc subvention, on ne sait pas traduire en coréen, visiblement. Donc il n'y a pas de subvention, on va vous foutre la paix et vous autoriser à monter un business model qui sera solidaire. Et très vite, parce que je pense que c'est le plus éclairant, Amina qui était là hier soir l'a expliqué, pas sur l'aspect économique. On accompagne une association marocaine qui a créé le seul centre de rééducation fonctionnelle du Maroc. Au Maroc, si on est riche et qu'on a un problème qui vous laisse en situation de handicap, on se fait soigner aux États-Unis, en France. Si on est pauvre, on meurt et puis l'affaire est réglée. Donc il n'y a pas de problème social puisque les riches se font soigner ailleurs et les pauvres meurent. Donc globalement, socialement, ça ne fait pas un grand problème. Donc cette dame qui était là hier soir a créé il y a 20 ans, elle a eu elle-même un accident, elle est en fauteuil roulant. Elle avait les moyens d'être soignée aux États-Unis et en France, elle a repris une vie tout à fait normale et active au Maroc, et elle a créé le premier centre de rééducation fonctionnelle du Maroc, qui depuis 20 ans
soigne des gens qui se retrouvent en situation de handicap, soit par un accident de vie, soit par un accident de naissance, ce qui est encore très, très fréquent au Maroc. Elle a fait appel à nous il y a 2 ans en disant « ce machin fonctionne, mais un peu parce que je le tiens depuis 15 ans, je suis toute seule, je le fais fonctionner, hein, donnez-moi un coup de main ». Ce qu'on a pu faire avec elle, c'est mettre en place un modèle économique, pas très compliqué. En gros, 3 tiers de patients, 1 tiers qui est couvert par l'assurance maladie au Maroc, donc cela pas de souci, c'est à peu près 30% des salariés, donc cela l'assurance maladie paye le fonctionnement. Pour le tiers supérieur, on a fait quelques chambres un peu plus chic, un peu plus grandes, et on fait payer plus cher à des Marocains qui ont les moyens et qui avant allaient en France ou aux États-Unis, donc ça leur coûte éminemment moins cher de rester au Maroc, près de leur famille, etc. Et ce tiers-là, il paye pour le tiers inférieur, qui lui n'a pas de revenus du tout, donc c'est facile. Alors c'est l'avantage des pays qui sont moins sclérosés que le nôtre. La réglementation est assez légère, donc on a décidé tout seul qu'on faisait 3 prix. Pour ceux du centre, c'est la Sécu, donc tout le monde peut venir à condition de particulier. Ceux qui sont riches, ils paient plus cher parce qu'ils ont les moyens et que de toute façon ils économisent du pognon par rapport à un séjour en France ou aux États-Unis. Et puis le 3e tiers, c'est-à-dire les résultats du 2e tiers, on prend en charge gratuitement des gens qui n'ont aucun revenu. Et puis on fait quelques opérations de distribution de fauteuils roulants, de prothèses, enfin voilà. Et ça, maintenant qu'on a équilibré le premier, ben on va développer dans le Maroc, parce qu'il n'y en a qu'un, et qu'un centre de rééducation fonctionnelle, même s'il y a 130 lits, c'est évidemment trop petit pour un grand pays. Ça, c'est typiquement... Alors, si vous le faites avec une entreprise privée lucrative, c'est pas très compliqué. Vous prenez 30% qui ont la Sécu, 60% qui ont du pognon, vous gagnez beaucoup d'argent. C'est juste la différence. Ce sera le même projet, le même médecin. L'objet d'une entreprise non lucrative, c'est justement que le modèle économique, il soit solidaire, sans intervention des pouvoirs publics, parce qu'il n'y a pas les... Sinon, on serait limité et qu'on pourrait en faire un tous les 10 ans en attendant des autorisations. Donc ça, ce sont des entreprises qui, dans pas si longtemps que ça, seront dirigées par des gens plutôt de votre génération et de votre formation, ce qui n'est pas du tout le cas de l'ancienne. Enfin, les entrepreneurs sociaux, toi, tu les connais un peu. En gros, c'est d'anciens syndicalistes, d'anciens fonctionnaires ou d'anciens militants politiques qui ont créé des boîtes et qui étaient à peu près comme moi, analphabètes ou à peu près, et qui ont appris en créant la boutique. Demain, ces boîtes-là vont être dirigées par des jeunes filles, des jeunes gens qui auront une formation solide, qui ont envie de la développer, qui sont de l'époque business plan et pas aide publique, et sans doute que vous serez plus adapté que nous, parce qu'il a fallu y renoncer. Et donc un vrai secteur qui recrute, dans lequel on fait carrière, dans lequel on prend du plaisir, et qui évidemment vous est très largement ouvert. L'exemple de notre ami démontre qu'on peut y aller jeune, c'est pas un tabou. Les cabinets de chasseurs de tête viennent chasser les collaborateurs du groupe SES, alors ça m'a amusé jusqu'au jour où il y en a un qui est parti. Mais je me dis en même temps que c'est pas mal, qu'après tout ils sont venus, la réputation de la maison fait qu'ils sont considérés comme sérieux, performants et qu'ils ont l'habitude d'obtenir des résultats. Tant mieux s'ils partent bosser dans des grandes boîtes et puis d'autres reviennent des grandes boîtes ou des cabinets d'audit après avoir été pressés comme des citrons dans un grand cabinet d'audit autour là. Ils ont envie de respirer, ils ont compris que gagner beaucoup d'argent sans pouvoir le dépenser, c'est quand même ce qu'on peut faire de moins malin, et qu'après tout, il vaut mieux donner du sens à sa vie tout en ayant une carrière un peu professionnelle et qui grandit. Donc, encore une fois, bienvenue dans la famille, faites-en ce que vous voulez d'ailleurs, puisque bientôt ce sera à vous, c'est l'avantage de l'absence de propriété, on ne l'emportera pas avec nous. Et changer le monde, ce qui est un objectif, le seul objectif possible à votre âge. Merci beaucoup Jean-Marc Morello, merci beaucoup à tous les trois d'ailleurs.
Est-ce que vous avez entendu quelque chose de nouveau, des voix nouvelles et des possibilités différentes de ce qu'on connaît pour l'instant? Est-ce que vous avez des questions, des réactions? On a un micro qui peut se promener dans la salle pour nos intervenants. Moi, ce qui me porte et ce qui m'a porté à vous présenter ces voix-là, c'est que vraiment, on s'aperçoit que les entreprises sociales solidaires qui existent partout dans le monde d'ailleurs, hein, il y a d'autres systèmes, il y a la Fondation Ashoka, des tas de choses comme ça qui essayent de repérer justement des entrepreneurs sociaux un peu partout dans le monde, semblent justement traverser ce qu'on appelle encore, aujourd'hui certains appellent encore ça une crise, alors que comme insistait François David, c'est plutôt une mutation, pas vraiment une crise, et semble traverser cette crise ou cette mutation en très bonne santé. Vous avez parlé, Jean-Marc, de 30% de... 30% de... Non, mais parce que les chiffres, c'est très important quand même, hein. 30%? Oui, mais quand on ne prend pas de risques inconsidérés, qu'on reste raisonnable et qu'on essaie de répondre à des besoins fondamentaux de la population, il y a moins de risques que si on parie sur je ne sais quelle chimère financière dont personne ne sait d'où le pognon va sortir. Ben, il ne sort plus, mais le chef connaît lui. Oui, moi je crois que c'est tout à fait... Nous, on a été frappés à Finansol de voir que la collecte d'épargne solidaire d'abord a augmenté dans les périodes difficiles qu'on a connues, et de voir en plus que le financement solidaire lui-même a augmenté. Et effectivement, comme je vous l'ai dit au début, moi, les investissements solidaires que j'ai faits, j'ai jamais perdu d'argent. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des pertes, ça ne veut pas dire non plus que, par exemple, un fonds d'investissement qui a une 10-15 participations dans les entreprises sociales ou solidaires, eh bien, ce fonds peut avoir 2 échecs, 3 ou 4 échecs, 4 ou 5 échecs. C'est pas le plus grand fonds aujourd'hui international investi dans l'entrepreneuriat social, qui s'appelle Acumen, qui est un fonds d'origine américaine, enfin un des plus grands en tout cas. Eh bien, ce fonds a, sur 70 participations, il en a 50 qui fonctionnent correctement, il en a 20 qui marchent moins bien. Alors, donc, c'est normal parce que quand même, Jean-Marc a raison de dire que quand on s'occupe d'un certain nombre de sujets, qu'on sait où on va, eh bien, on a un bon... logiquement, on se développe, mais il y a aussi... On peut aussi imaginer quelque chose, comme on est en train de créer un monde nouveau. C'est normal que les modèles que l'on fait, et que les business, d'ailleurs la preuve, c'est Esra, vous l'avez bien expliqué, que vous avez mis du temps entre le concept original et le positionnement actuel. Vous avez pris beaucoup de temps parce que c'est pas du tout évident de trouver du premier coup, je dirais, la structure adaptée au marché qu'on a devant soi. Donc c'est tout à fait normal que ce n'est pas du temps, mais ce qui est vrai, c'est que la créativité, en tout cas dans ce domaine, est très importante. Je voudrais juste dire un mot sur le fameux crowdfunding, ou la finance participative. Et ça, vous comptez là-dessus. Et je pense que c'est effectivement un outil formidable, et un outil particulièrement adapté à votre mode de fonctionnement aujourd'hui, disons des moins de 40 ans, ou moins de 30 ans même. Cela dit, il faut bien voir que nous avons en France des autorités de régulation. Alors, lorsque l'on veut faire du crowdfunding pour prêter aux entreprises, eh bien, on relève de l'autorité de contrôle prudentiel, l'ACP, qui vous dit « Ah non, les seuls gens qui ont le droit de prêter, c'est les banquiers ». Donc, il faut trouver un système où on travaille avec une banque ou des banques qui se substituent à soi-même comme prêteur, ce qui est un peu frustrant, je dirais, pour l'organisme qui veut rentrer dans ce métier. Et pour ce qui concerne les investissements directs en fonds propres dans les entreprises, vous tombez sur la régulation de l'autorité des marchés financiers. Sauf que moi, je fais partie de la commission épargnant de ce... Donc, qui est consultée en fait par l'autorité des marchés financiers. Il y a encore 3 mois, pour tout vous dire, le président de la commission, je lui ai dit, mais vous savez, ce serait bien qu'on fasse une séance sur le crowdfunding, parce que ça me paraît vraiment un sujet nouveau qui se développe très vite. Il dit, ah bon, vous croyez, etc. Bon, on n'était pas très excité. Et il se trouve que, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait déjà un petit groupe de travail entre AMF et ACP sur ce sujet.
et qui a été réactivé providentiellement par Fleur Pellerin, notre petite coréenne, qui a lancé les assises de l'entrepreneuriat et qui dit le crowdfunding, c'est bon. Alors, quand un ministre le dit, quand même, Jean-Marc, tu me confirmeras, quand un ministre, même si ce n'est pas toujours très utile, quand il lance un truc, ça fait un peu de mousse, ça fait bouger, et on voit bien que l'AMF et la CP sont en train de se remuer, et il faudra éviter qu'on vous empêche de perdre votre argent. Parce que c'est ça l'idée. C'est que l'autorité des marchés financiers, elle est là pour protéger l'épargnant contre lui-même. Ce qui fait que dès qu'on veut faire des investissements risqués, il faut mettre beaucoup d'argent. Ce qui est totalement débile. C'est-à-dire que si vous voulez faire un truc risqué, vous n'avez pas le droit de mettre moins de 100 000 €. Ça, c'est grosso modo. Et quand vous êtes un peu bizarre et nouveau, vous n'avez pas le droit d'avoir plus de 150 associés. Ce qui est totalement bizarre aussi. Donc il y a toute une culture, si vous voulez, à revoir. Mais je pense que ce qui est amusant, c'est que les gens, même la jeune femme à l'AMF, la personne à l'AMF qui tient le dossier crowdfunding, elle doit avoir 30 ans. Donc à mon avis, c'est ça notre meilleure chance, c'est qu'elle, elle ne veut pas faire un truc ringard, et que donc ça peut servir un peu à tout le monde. J'ajouterais juste sur le rapport au contexte de développement de nos structures. Nous, on travaille beaucoup avec les collectivités, et ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on tient le même discours. Moi, ça fait 5 ans que je tiens le même discours, et c'est très récent qu'on a une écoute si fine. Le problème existait, sauf que quand des logements se construisent et que les collectivités peuvent montrer que les choses bougent, peu importe pour qui sont construits les logements, on construit des logements, il y a des projets qui se montent. Mais dès lors que le contexte va vraiment mal et que notre cible à nous se trouve vraiment en difficulté, là tout d'un coup on a l'impression qu'un certain nombre d'élus découvrent la problématique alors qu'elle existe depuis toujours sur leur territoire. Donc c'est un peu dramatique à dire et je suis même gênée de le dire comme ça, mais le contexte est quand même assez favorable au développement de ce type d'activité-là. Un petit mot sur le crowdfunding. Alors effectivement le cadre réglementaire est très contraignant. En ce qui nous concerne, nous, ce sont nos financements à nous-mêmes, nos fonds propres à nous, les fonds dont on a besoin d'interactivité pour se développer. On cherchait effectivement à passer par des plateformes, à aller vers des mécanismes innovateurs de financement. Et en fait, on se rend compte que tout est fait pour ne pas faciliter ce type de démarche-là. Donc on arrive quand même à se financer. Il y a des fonds très bien qui se créent comme le comptoir de l'innovation. Des fonds qui permettent le développement de ce type de structure-là. Et effectivement, je crois que la créativité, le fait d'aller vers des choses différentes, c'est ce qui nous permettra de développer ces solutions-là. Bien que le contexte soit, parfois le cadre est quand même, je suis désolée, voilà, il y a quand même des règles aujourd'hui, des lois qui sont, excusez-moi, assez débiles et incompréhensibles, notamment en termes de financement. Parce qu'elles ne concernent pas nos structures à nous, mais elles visent plutôt des gros fonds d'investissement qui n'ont rien à voir avec nos structures à nous. C'est-à-dire qu'il faut changer d'abord des lois. Il faut faire tout pour changer des lois qui sont, comme vous dites, mal faites, jamais appliquées. J'ai une question. Quand vous êtes d'accord sur beaucoup de sujets, est-ce que vous pensez que vous pouvez fusionner pour avoir un organisme, une structure qui est forte? Parce que, excusez-moi, je suis polonais, mon français est un peu approximatif. Je suis tout jeune français. Mais on parle de structures, on a des structures d'État qui fonctionnent très mal, tout le monde sait. Et on crée d'autres structures, au lieu de réparer des structures d'État. Pour ne pas chercher trop loin d'exemples, on a une structure d'État EHPAD à la Défense. Ils font beaucoup de spectacles gratuits. Ça coûte énorme. Chaque année, ils dépassent le budget de plusieurs millions. Mais c'est l'argent de tout le monde, de vos impôts. Il n'y a pas pour vous loger, comme vous êtes étudiant. Vous payez de plus en plus pour vos études, mais il y a de l'argent pour des spectacles gratuits. C'est comme à Paris, la mairie de Paris, très gentille, ils ont fait un spectacle gratuit de Johnny Hallyday à l'époque, 2 ou 3 ans. Ça coûtait plusieurs millions. Ça, monsieur. Il y a quelle question? Bon, La question. La question, est-ce que vous avez une influence sur l'État? Parce qu'il faut d'abord améliorer l'État et peut-être faire aussi d'autres choses à côté.
Merci. Parce qu'on tolère des gens à cause de qui on a des problèmes et on seulement généreux avec de l'argent des autres, de tous ceux qui payent justement pour l'État. On va prendre 2-3 questions et puis on répond. Je crois que c'est toi qui voulais le... Voilà, monsieur, je vais lui passer le micro. Pascal Signoret, créateur de questions. On prend 3 questions. J'ai une question à poser au monsieur dont je ne parviens pas à distinguer le nom. À supposer que l'on souscrive pour une épargne solidaire, est-ce que l'épargnant a un regard sur la destination des fonds placés dans un premier temps et surtout sur la manière dont la banque qui reçoit son argent travaille justement cet argent? Parce qu'il est quand même assez paradoxal que les intérêts soient redistribués à une œuvre caritative dont on sait que l'origine provient parfois de spéculations financières, effrénées, parfois même peu conventionnelles. Donc là, l'idée, même si on dit souvent que l'argent n'a pas d'odeur, l'idée est quand même de garder une cohérence entre la provenance de l'argent et la manière dont on en dispose. Oui, merci beaucoup de votre question. Elle est effectivement très importante. Je ne vous ai pas parlé, si vous voulez, de ce qu'on appelle le label Finansol. Il y a un comité qui décerne un label aux outils financiers. D'ailleurs, le comptoir d'innovation va être bientôt labellisé. Enfin, encore faut-il que le comité du label l'agrée, mais je pense qu'il n'y aura pas trop de difficultés. Ce comité labellise des produits d'épargne qui ont 2 caractéristiques, qui sont traçables, qui sont donc, on sait où va l'argent, c'est la réponse à votre question, et le deuxième, c'est qu'il soit solidaire, que cet argent serve à des outils, à des causes solidaires. Donc, si vous voulez, c'est la transparence et la transparence ou la traçabilité, c'est un peu la même chose. Alors, quand il s'agit d'un fonds d'investissement, c'est très traçable parce que ce fonds, il investit en actions, en obligations, c'est très visible. Quand il s'agit d'un livret, un livret bancaire, eh bien, fait partie des actifs, des fonds propres de la banque, en fait. Donc, la banque, elle ne va pas... ce qui est dans le livret, je ne parle pas des intérêts que génère ce livret-là, sa destination, l'affectation effective des capitaux qui sont sur le livret n'est pas traçable. Et pourtant, nous labellisons des livrets. Mais on voit bien que c'est un sujet qui préoccupe de plus en plus nos épargnants. Et si vous voulez, au Crédit Coopératif, qui est le grand promoteur de ce type de livret, on est très attentif à bien expliquer aux détenteurs de leur livret d'y agir que 100% euros qui sont placés, voilà où sont allés, on a une idée précise où ces 100 euros ont été affectés. Ce n'est pas affecté à des activités spéculatives, mais normalement c'est affecté à des prêts, à des entreprises ou à des associations. C'est comme ça que ça marche. Voilà. Mais pour ne pas oublier le monsieur qui a posé la première question sur l'influence des politiques publiques, nous travaillons, alors c'est en général plutôt des fédérations, c'est-à-dire que moi quand j'interviens sur les politiques publiques, c'est plutôt avec ma casquette de président du mouvement des entrepreneurs sociaux, donc en regroupant largement des entrepreneurs sociaux à travers le pays que groupe SOS, même si tout ça... Bon. Oui, nous essayons d'influencer très clairement les politiques publiques et ça fonctionne de mieux en mieux, pour reprendre ce que tu viens de dire, depuis que ça va mal. C'est-à-dire quand l'État est tout puissant, il finance, il contrôle, etc. Quand on l'ouvre, on te dit va jouer dans la cour. Et puis quand il y a de moins en moins d'argent et que tu dis nous on a des idées pour faire mieux avec moins cher, pour modifier les politiques publiques, évidemment que ces dernières années, nous sommes de plus en plus écoutés. Et d'ailleurs on travaille activement avec le secrétariat général à la modernisation de l'action publique qui a succédé à la direction générale de la modernisation de l'État, qui a succédé virtuellement, puisque ce sont les mêmes fonctionnaires avec lesquels on travaille, sur justement comment l'innovation sociale peut être prise en compte dans les politiques publiques. Alors ça, pour être tout à fait transparent, ça fonctionne très bien. Et puis un deuxième sujet qui fonctionne bien, que c'est globalement, c'est que celui qui bosse a le dernier mot. Alors, très clairement, il y a un certain nombre d'associations à Paris qui hébergent des personnes sans domicile fixe. Il y en a 4 principales que je ne nommerai pas mais que tout le monde connaît, dont le groupe SOS.
qui, à E4, héberge 10 à 15 000 personnes tous les soirs. Lorsqu'un ministre a une idée farfelue, parce qu'il découvre son bureau, qu'il a besoin d'exister, et qu'il décide de je ne sais trop quoi, si les 4 ou 5 ne sont pas d'accord, ce qui est arrivé sous le précédent gouvernement, on se réunit et puis on lui dit, écoutez, monsieur le ministre, en gros, vous faites ce que vous voulez, mais si vous faites ça, nous, on ferme, et ce soir, vous avez 15 000 personnes à loger dans Paris. Donc, il y a un peu du rapport de force. Il faut à la fois de la co-construction, et puis, quand c'est utile, il faut du rapport de force avec les pouvoirs publics, parce que de temps en temps, on a un farfelu. Pas de temps en temps, on a des farfelus depuis des années. Oui, mais bon, je reste positif à ces périodes troublées. C'est pas positif, il faut être réaliste. Oui, il faut que la société civile soit présente au quotidien dans les dispositifs. Je crois que c'est la société civile. Il ne suffit pas de voter pour des gens et d'aller à la plage pendant 4 ans en espérant qu'ils vont changer le monde. Il faut être présent au quotidien pour ne pas déléguer l'ensemble de la gestion aux politiques. La société civile doit être un groupe de pression permanent pour gérer les affaires publiques, c'est clair. Peut-être prendre une question, s'il y en a une autre. Oui. Oui, où? Oui, non. Madame voudrait dire quelque chose. Oui. Merci, je crois que je suis de la génération de monsieur le premier intervenant. Et je vais vous dire, c'est vraiment un message d'espoir que je reçois aujourd'hui parce que, bon, ben, je vois des films, je vois des... Vous voyez, des fois c'est un peu angoissant. Et là, je me dis, bon, je me suis déjà penchée sur la question, je n'ai pas beaucoup avancé parce qu'on m'a pas beaucoup aidé non plus, je crois que vous comprenez ce que je veux dire, mais peut-être que justement, je vais creuser un peu plus la question et je vais peut-être arriver à convaincre mon entourage, voire les personnes de mon âge, de s'intéresser à cette nouvelle économie, on va dire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Juste un mot là-dessus, c'est pas la tribune qui fait changer le monde, c'est la salle. Quand vous choisissez d'acheter des produits équitables dans un rayon de votre supermarché, le supermarché va augmenter le rayon des produits équitables par rapport au rayon des autres produits. Si vous exigez de votre banque de savoir où vont les fonds et que vous exigez d'avoir une visibilité, et tu as parfaitement raison sur ce que devient le pognon, la banque va évoluer. Moi, je suis tout sauf angélique. Si vous avez, vous, la volonté de faire évoluer l'économie, elle évoluera parce que vous votez chaque fois que vous sortez votre carte de crédit. Vous votez pour un monde plus bio, plus équitable, plus solidaire, chaque fois que vous servez de votre carte de crédit. Je voudrais dire juste à ce propos qu'en Alsace, par exemple, ils ont résolu la question des déchets uniquement avec les achats. Oui. La communauté, bien sûr. Vallée d'Alsace, tout le monde s'est mis à refuser les emballages, et ils ont gagné, et les supermarchés ont livré du dentifrice sans l'emballage, etc. Il faut le faire tous. Oui, il y a une dame qui veut poser une question. Madame, moi j'ai juste une question par rapport à la sensibilisation des gens de notre génération en termes de perspectives de carrière dans ce domaine de l'économie sociale et solidaire. Parce que très souvent, moi je suis déjà un peu convertie dans ce domaine-là, mais on le voit plutôt comme quelque chose qu'on ferait à l'étranger pour aider les populations plus démunies. On réfléchit à comment prendre de l'argent ici pour aider les plus pauvres, mais on ne le voit pas comme un secteur à part entière où on peut vraiment avoir une perspective de carrière. Et par rapport à tout ce qui est métier là-dedans, quand on le voit, on pense peut-être à Médecins du Monde ou la Croix-Rouge. Et pareil, c'est en étant à l'étranger, et notamment en Angleterre aussi, que j'ai vu qu'il y avait le domaine du social enterprise, comme ils appellent ça, et que vraiment, c'est avoir une entreprise telle qu'une autre qui différerait seulement sur le modèle de gestion et de redistribution des bénéfices qui sont engendrés. Et est-ce qu'il n'y aurait pas une démarche à faire au niveau des jeunes ou un peu moins jeunes
coup un peu changer les mentalités et l'image qu'on a de ce secteur-là. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça que nous, Festival Atmosphère, on a voulu ce partenariat avec l'école. Mais c'est une très très bonne question. Moi, je voudrais juste préciser que j'ai connu le groupe SOS à travers, vous avez parlé, Jean-Marc, des chasseurs de tête qui vous piquent certains laboratoires, mais moi je sais que vous avez piqué, vous, groupe SOS, vous avez piqué des gens de très haute qualité, de très grande qualité, à l'entreprise traditionnelle. J'en connais, je ne donnerai pas de nom. Évidemment. Et des gens qui ont choisi, chère demoiselle, de quitter l'entreprise traditionnelle dans laquelle elles avaient une carrière toute à moins de 30 ans, donc de diminuer leurs revenus, de les baisser au moins de 30%, mais avec une qualité, mais alors heureux de dire 5 ans après, waouh, je suis 1000 fois plus heureux aujourd'hui, certes je gagne moins d'argent, mais ma vie a du sens. Je vois ma famille, enfin bon, il y a tout un ensemble de choses comme ça. Est-ce que, non mais je crois que derrière votre question, d'abord plan de carrière, je crois que c'est un peu out. Moi je trouve que c'est un truc, dans le monde dans lequel on va être, il va falloir être très adaptable, très résilient. C'est un monde qui n'est pas facile à imaginer parce qu'il va vraiment changer, à mon avis, de manière considérable. Jean-Marc vous a parlé de la propriété, c'est très très important, c'est une clé. Est-ce qu'il faut qu'on soit propriétaire de notre logement? Est-ce qu'il faut qu'on ait un gros matelas pour la retraite? Je pense à madame. Beaucoup de gens, moi, peut-être vous d'ailleurs, j'en sais rien, mais nous avons aujourd'hui devant nous en épargne plus qu'on ne peut jamais dépenser jusqu'à la fin de notre vie. C'est assez. Mais peut-être toi aussi, mon cher. Ah non, ça c'est sûr. Ou alors la vie va être très courte. D'accord. Tu as quand même des droits acquis, etc. Ah oui. Mais ce que je veux dire, mais ces droits, ils ne valent pas grand-chose, effectivement. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on épargne comme des malades, comme si l'avenir serait absolument bouché. Et si vous voulez, alors que dans d'autres pays, on s'endette comme des malades parce qu'on croit à l'avenir. C'est très différent comme culture. Mais ce que je crois profondément, c'est qu'il faut réviser l'ensemble de notre vision. Et je pense que ce qui est possible, mais on n'y est pas encore, mais c'est là où il est intéressant d'écouter, peut-être ce soir d'ailleurs, il y a quelqu'un qui vient parler de coopétition. Il va falloir... On est dans un monde de concurrence. On est dans un monde darwinien. Le monde darwinien est un monde, c'est dog against dog. C'est le meilleur qui survit, il faut écraser les nougats des autres. Je crois qu'ici, nous en tout cas, on n'aime pas trop ce monde-là. On aimerait un monde qui soit respectueux des autres et où il y ait plus de coopération. Mais il ne faudrait pas supprimer, remplacer la concurrence par la coopération. C'est stupide. Le système marxiste est un système qui n'a pas fonctionné d'ailleurs. C'est un système qui ne vaut rien. Donc on sait très bien, c'est ça qui est sympa, c'est que c'est un système qui ne marche pas. On sait que notre système de concurrence poussé à l'excès ne marche plus. Donc on va bien être obligé d'inventer autre chose. Et c'est justement le monsieur qui va parler ce soir, est spécialiste de la question. Et je crois que c'est vraiment... mais ça nous oblige à réviser toute notre vision du monde. Et je pense que les grandes structures, eh bien, il va falloir les combattre. On doit être small is beautiful. Sûrement, si on veut être écolo, on ne va pas l'être avec des énormes mammouths qui ont toujours besoin d'un petit bénéfice par action supplémentaire d'une année sur l'autre pour justifier leur cours de bourse. Et moi, personnellement, je suis convaincu que la bourse, eh bien, à l'horizon de 20 ans, elle va avoir du mal à survivre. Donc, mais encore une fois, ne soyons pas angoissés. Évidemment, vous avez peut-être 60 ans à vivre, j'en ai plus que 20. Donc je peux me permettre d'être plus optimiste, mais je sais aussi qu'il faut que je révise en permanence mes valeurs classiques, et donc les plans de carrière, on s'en fout. L'important, c'est qu'il y a des problèmes à résoudre. Si vous êtes prêt à participer à résoudre des problèmes, bien là, vous êtes raisonné dans le bon sens. Si, c'est exactement ça. Oui. C'est-à-dire, une entreprise sociale, c'est une entreprise qui est faite pour résoudre des problèmes. Est-ce que je me trompe? Non, oui. Avant que de faire un bénéfice par action qui soit majoré. Regardez une boîte comme Apple. Combien est-ce qu'il y a de gens qui ont du Apple dans la poche ici? Levez le bras. Bon. Allez, levez vigoureusement. Non, dans la poche, je dis. Bon, sur notre bureau aussi, moi j'en ai pas dans la poche. J'ai des grands doutes sur Apple. Apple gagne 50 milliards de dollars par an. Que voulez-vous qu'ils fassent de cet argent? En plus, ils ne veulent pas en donner à leurs actionnaires, ou très peu. Il a fallu un actionnaire irrité pour qu'ils le fassent. Cet argent, ils le stockent.
Cet argent ne leur sert à rien. C'est passionnant. Ils ont 150 milliards de dollars de cash. Eh bien, ils font 5 milliards de dollars de recherche, ils n'ont pas besoin de 150 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'ils peuvent en faire? Si Jean-Marc était à leur conseil, il leur donnerait sûrement des bonnes idées. Parce que justement, la seule chose qu'Apple puisse faire de son argent, c'est de le donner. Et c'est un truc qui est totalement contraire à l'orthodoxie du business, quand on vous explique on investit, on met en réserve ou bien on le donne aux actionnaires. Ne pas donner, on le distribue. Non, il faut le donner. Parce que mais Apple est mort. Et regardez comment est mort Steve Jobs. Regardez comme Bill Gates est heureux et en bonne santé, alors que Jobs est un mec tordu. Peut-être très imaginatif. Il est mort. Ouais, mais où est passé son argent, vous savez ça? Je sais pas. Ezra Tad voudrait un petit mot de... Alors moi, du coup, je tempérais un peu par rapport à au plan de carrière. C'est pas plan de carrière, mais c'est plutôt quand on sort de ses études, on se dit on va avoir 40 ans de boulot devant soi, 50 peut-être, 60 peut-être, je sais pas. Et le fait de se dire où on va mettre cette énergie-là, je pense que c'est une vraie question. Alors la grande différence qu'il y a, les exemples que tu prends, pour moi c'est du charity business, c'est pas du social business. Et aujourd'hui en France, tout le rôle des structures comme le MOVE, donc le mouvement des entrepreneurs sociaux, c'est de présenter cet autre modèle économique. Effectivement, si on pense à tout ce qui est aide, donc quand tu parles de solidarité internationale, etc., c'est pas vraiment l'entreprise sociale. L'idée, et c'est ce que disait Jean-Marc, développer des modèles économiques qui permettent la solidarité. C'est vraiment ça. Et c'est pas le cas en général de ces structures d'aide. Donc du coup, en France, il y a énormément de choses à faire, mais énormément. Donc il y a les secteurs classiques, insertion, mal logement, etc. Mais en réalité, il y a l'accès à la santé, l'accès aux vêtements, tout ce qui est mode éthique, etc. Ça fait partie pas la mode au sens mode comme on l'entend, mais pouvoir s'habiller correctement et qu'en face les gens qui travaillent gagnent leur vie correctement. Ça, c'est des vraies problématiques franco-françaises. La chaussure Made in France, elle existe vraiment. Il y en a un roman, un roman. Ardèche, voilà, dans la Drôme. La chaussure Made in Roman, effectivement, qui est très mode, et ça répond à des vraies problématiques d'emploi local, de maintien de savoir-faire français. Donc effectivement, il y a les grands exemples qu'on connaît, et à côté de ça, il y a des vraies problématiques pour ceux qui sont contre chez mode. Le Made in Roman, c'est la bonne boîte où il faut aller bosser. Donc il y a vraiment énormément de secteurs. Et il y a quand même beaucoup de secteurs, beaucoup d'entreprises, et le fait d'aller consulter notamment le site du MOVE pour donner un peu une idée de quelles sont ces boîtes qui font les choses différemment, je pense que ça peut donner des idées de carrière, en tout cas d'un premier ou d'un deuxième boulot. Merci Ezra Tad, merci à tous les trois. On pourrait continuer sans problème, mais je crois qu'il nous faut conclure. Est-ce que M. Laurent Roch souhaiterait nous dire un petit mot de conclusion sur cette conférence, ce sujet, les nouvelles voies? Non, moi c'est un sujet que je connais très peu. J'étais très intéressé par le débat et par les propos qui ont été tenus par nos invités. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que finalement, aujourd'hui, face peut-être à un modèle ancien d'État-providence qui est au bout du rouleau, on a intérêt à inventer d'autres modes d'action et l'entreprise, parce qu'on parle d'entreprise solidaire, l'entreprise est capable aussi de porter ces modes d'action solidaires. Donc je pense que c'est un effet pour l'avenir, sûrement des pistes intéressantes pour le développement.